Amis historiennes, bonjour, ou plutôt devrais-je dire Ave, puisque nous allons aujourd'hui parler de l'histoire de Rome, et plus précisément de la fondation de Rome et de la Res Publica. Je tire ces propos en majorité de mon cours magistral de deuxième année d'histoire-géographie, plus précisément d'histoire ancienne et donc d'histoire romaine, complété par quelques recherches ça et là dans des revues plus ou moins spécialisées en version papier ou sur le web. La Respublica romaine qui a concerné notre enseignement s'étend de sa fondation qui est datée en 753 jusqu'en 80 avant notre ère, donc c'est considérable finalement, puisque on sait que la Respublica romaine a pu être découpée, bon c'est conventionnel, en trois parties, donc la monarchie, donc de 753 à 509 avant notre ère, avec Tarquin le Superbe qui est le dernier roi, puis la République jusqu'en 27 avec Auguste, donc 27 avant notre ère, puis l'Empire jusqu'en 476, même s'il y a des poursuites, on n'est pas là pour parler de ça, donc c'est considérable. Pour les Romains, à l'époque, cette division n'existe pas, hein. Les Romains vivent dans la res publica, c'est-à-dire la chose publique ou la cause commune. Euh, il n'y a pas de séparation brusque. Et puis, il y a des historiens dans les années 2010, donc c'est très récent, hein, des historiens et des historiennes d'ailleurs, qui se sont penchés sur cette division et qui ont même fait 6 étapes sur cette Res Publica, donc ce qui montre que c'est quelque chose de très conventionnel et pas très concret. Euh, Sur le plan spatial, il y a une évolution importante. Rome est une petite cité du Latium en Italie au départ, avec des collines au nombre de 7, des marais, comme vous pouvez voir au niveau de la petite, la petite carte. Je ne sais pas si c'est très visible. Et la cité va s'étendre peu à peu au niveau de la péninsule italienne, puis bah, sur le pourtour méditerranéen, mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes vraiment là pour la fondation de Rome et la Respublica, et j'aurais même dû, c'était le titre de mon cours, penser la fondation de Rome. Euh, donc, comme je l'ai dit, traditionnellement, on fixe cette fondation à 753 avant notre ère, et j'insiste sur avant notre ère, et, pour des raisons de précision, puisque lorsqu'on dit avant Jésus-Christ, il y a même des débats historiques sur la naissance du Christ. Donc, qui ne serait pas né à l'an zéro, qui serait né avant lui-même. Bref, on va utiliser avant notre ère pour être sûr. Donc c'est traditionnellement fixé à cette période au regard des sources que l'on a. Cependant, c'est une date qui a été fixée vers le 1er siècle avant notre ère, qui est une période de guerre civile à Rome. Et c'est une date qui est parfois variable, on manque de sources, c'est le problème dans beaucoup de d'histoires, que ce soit la romaine, l'histoire grecque ou autre, c'est qu'on manque de sources puisque bah, le temps a fait son œuvre. La question des origines de Rome est donc floue, et on peut se poser la question quelle valeur donner à moins 753, enfin 753 avant notre ère. Au niveau de la bibliographie, peut-être le livre de Monsieur Grandazzi avec les origines de Rome. Passons tout de suite au plan. Donc au niveau du plan, j'ai souhaité conserver le plan de mon cours pour des raisons de facilité, et puis bah il n'y a pas forcément de nécessité de faire un plan bien français en 3 parties, etc. Si c'est pour faire des parties bidons, ça sert à rien.
Petit point méthodo comptoir de café, vaut mieux deux parties cohérentes, bien structurées, bien argumentées, avec des exemples, etc., que trois grosses parties, dont une qui est totalement bâclée, pour se dire «Ah bah j'ai fait trois parties». Ça c'est le petit point méthodo, retenez bien ça, c'est important. On va donc traiter de cette fondation de Rome en deux grandes parties, avec une première grande partie sur la fondation mythique par Romulus en 753 avant notre ère, donc un récit mythologique à double filiation et la canalisation de la violence. Ensuite, on prend une deuxième grande partie du mythe à l'histoire, le rôle de l'archéologie pour éclairer la fondation, sous-entendu, de Rome. Le plan a été présenté, l'introduction a été présentée. Commençons tout de suite dans cette première grande partie. La fondation mythique par Romulus en 753 avant notre ère. Une première sous-partie, un récit mythologique à double filiation. Je me base sur l'auteur évoqué dans mon cours magistral. Il n'est pas le seul, il y a aussi Tite-Live qui a écrit là-dessus, mais on peut citer Denis d'Halicarnasse, qui est à peu près de la même époque, et qui a écrit les Antiquités romaines. Beaucoup de personnes, même ceux qui dorment tout le temps en cours d'histoire, on vous voit, on ne vous en veut pas, mais faites un effort, connaissent le proverbe, l'adage, appelez ça comme vous voulez, Rome ne s'est pas faite en un jour. Effectivement, c'est le fruit, l'issue du travail de plusieurs générations successives. Donc il y a un personnage à noter, le fils naturel d'Hercule, qui s'appelle Latinus, et qui est chef des autochtones, donc des personnes qui habitent là, quoi. Et il y a la figure d'Énée, fils de Vénus, qui ne vous a pas échappé, c'est que Vénus n'est pas humaine, Vénus est une déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté, chez les Romains, et elle est assimilée même à Aphrodite, pour ceux qui ont plutôt les références chez les Grecs. Une fois que la ville de Troie a chuté, et le personnage d'Énée va décider d'aller en Italie. Bon, c'est pas l'Italie unifiée, bref, passons, c'est un terme de langage dans la péninsule italienne. Et il va s'allier avec le fameux Latinus euh, pour former un peu le peuple latin, etc. Et pour se réunir leur peuple, réunir un peu tout ça. C'est ce qu'on va appeler un synosisme. C'est finalement la réunion de deux petits villages en un grand, entre guillemets. C'est pas Rome de 2021 avec le Colisée et tout. Pour ceux qui suivent pas, on n'en est pas là, hein. Ça reste un petit village antique, petite cité, une civitas, qui reste tout de même plus grande vu qu'il y a une fusion. Dans cette tradition, finalement, il y a deux courants, comme nous le dit Monsieur Grandazzi, que j'ai cité en référence bibliographique, donc le peuple indigène avec Latinus, et le peuple issu des Grecs avec Énée. Deux cultures, deux peuples ensemble, et pour certains historiens, c'est ce qui va légitimer plus tard l'expansion romaine. Rome étant destinée finalement à dominer le globe, l'orbis terrarum, le monde connu. Certains historiens vont légitimer cela, et c'est ce qui va être utilisé surtout par les Romains. C'est-à-dire qu'ils vont considérer que c'est leur avenir et que c'est comme ça. Il est à noter que la figure d'Énée au 1er siècle avant notre ère, je le rappelle pour ceux qui suivent vraiment pas, c'est là où ça a été fixé, la date de 753. C'est une figure qui, à cette période-là, est populaire. Elle va même être récupérée par Jules César pour donner du prestige à son nom, à sa famille. Donc ça prouve que c'est pas n'importe qui qu'on a trouvé au bord de la rue et on a dit ouais, lui il va participer à la fondation de Rome. Dans une deuxième sous-partie, parlons de la canalisation de la violence, de grandes figures. Romulus, Rémus. Jusque-là, tout le monde me suit, à peu près tout le monde en a entendu parler, au moins une fois, j'espère. Donc deux personnages dont les origines sont associées à la Louve, une image populaire, stéréotypée,
Et on retrouve même des traces de cette louve dans les monnaies, preuve que c'est une représentation qui traverse le temps. Les auteurs du 1er siècle avant notre ère et du 1er siècle nous permettent d'avoir connaissance de cette figure. Donc on a Tite-Live, Denis d'Halicarnasse que j'ai déjà cité, voire même Plutarque. On peut penser, beaucoup d'historiens le pensent, que c'est une légende, une tradition orale qui est ancienne, qui aurait été mise à l'écrit vers le 3e siècle avant notre ère. Fixons maintenant quelques repères, puisque on peut avoir entendu parler de Romulus et Rémus sans être des spécialistes. Donc ce sont deux frères jumeaux qui sont nés de Rhea Silvia, qui est une Vestale, c'est-à-dire une femme consacrée à Vesta, qui est la protectrice du foyer dans une ville. Donc les Vestales à Rome, le foyer de Rome. Donc c'est une femme qui doit rester vierge, mais qui est violée. Et quand elle est violée, ça pose problème. Enfin, elle doit rester vierge, elle est violée. C'est la fille aussi de Numitor, qui est roi d'Albe la Longue. La personne qui a fait rompre finalement la chasteté de Rhea Silvia est le dieu Mars, et ce qui explique un peu le fait que ce sont des jumeaux, puisqu'à l'époque c'est vu comme prodigieux d'avoir des jumeaux. Numitor est alors chassé par quelqu'un qui s'appelle Amulius, qui décide de tuer les deux jumeaux en les jetant dans le Tibre, donc qui est le fleuve qui traverse Rome. Et les enfants survivent tout de même et sont récupérés par la louve, qui va les protéger. Un berger va ensuite les prendre, hein. La louve ne va pas les garder toute sa vie, non, non. Un berger va récupérer les nourrissons, il s'appelle Faustulus. Et finalement, les jumeaux, quand ils grandissent, ils vont vouloir se venger, quoi. Ça les a marqués. Ils vont restaurer Numitor à Albe la Longue et tuer Amulius. Puis ils décident de fonder une cité. Cependant, quand on fonde une cité, c'est encore ce qui rythme finalement notre vie. Il faut bien un chef, il faut quelqu'un qui dirige, il faut, voilà. À l'époque, il n'y a pas de suffrage universel, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de Covid, il n'y a rien, il n'y a pas de bureau de vote avec signature, non. Là, ils vont s'en remettre aux auspices, et là ici, ils vont s'en remettre au vol des oiseaux. Donc ils vont se mettre chacun sur une colline, il y en a 7 à Rome. Donc Romulus va se mettre sur le Palatin et Rémus sur l'Aventin. Et ils vont observer. Donc Rémus va observer 6 vautours, enfin 6 oiseaux. Il me semble que c'était des vautours, mais je ne suis plus sûr. C'est quelque chose que j'ai préparé il y a un petit moment. Donc on va appeler ça des oiseaux. Et Romulus va observer 12 oiseaux. Donc on peut se dire, ok, c'est bon, il a plus d'oiseaux, c'est que les dieux, parce que l'objectif c'est d'avoir l'approbation, l'insigne des dieux, quoi. On peut se dire, 12 contre 6, c'est bon, c'est réglé. Ouais, mais Rémus, il est pas d'accord, quoi, il est frustré, il a perdu. On pourrait dire qu'il a le seum dans un langage très trivial qui est pas très digne d'apprentis historiens. Faut pas mettre ça dans une copie, hein, pour ceux qui m'écoutent et qui éventuellement auraient envie de m'écouter. Donc il va décider de franchir en armes l'espèce de limite qu'il y avait entre lui et son frère jumeau. Des limites qui sont sacrées, puisque de base ils sont censés observer les dieux. Et donc Romulus va le tuer, forcément, il y a une mini-bataille, et donc Romulus reste seul. Dans ce récit, finalement, on peut observer une certaine tension entre la protection et la violence. En effet, on a la louve, on a le berger,
qui sont là pour protéger les jumeaux, qui de base ont failli mourir puisqu'on les a jetés dans le Tibre, qui finalement alimente Rome comme le Nil alimente l'Égypte à l'époque. Super comparaison, waouh, incroyable. Euh, la louve finalement protège mais peut être vue comme un animal féroce. C'est pas le petit toutou à qui on fait des caresses. Euh, il faut savoir qu'en latin, le mot louve peut se dire lupa et qui a pour racine le mot prostituée à l'époque. C'est pas vraiment terrible quoi. La fondation est aussi liée au sang versé, puisque ben, les deux frères se battent et il y en a un qui meurt sous les coups de l'autre, malgré une demande des dieux et une approbation des dieux. Ça aurait pu s'arrêter à finalement une élection classique, entre guillemets, où bah voilà, Romulus a observé plus d'oiseaux et les dieux sont favorables pour lui, voilà, bravo à lui, félicitations, et puis limite on peut faire une coopération, j'en sais rien moi. Mais non. Mais la violence reste autorisée puisque Rémus avait franchi en armes les limites sacrées. Donc bah il faut réparation. Voilà, la première partie sur le mythe est conclue. On pourrait parler des heures de cette fondation légendaire de Rome, un sujet passionnant, qui passionne toujours en 2021, alors que ça date de 753 avant notre ère quand même. Faut, faut se fixer un peu ça. Euh, Preuve que l'histoire est importante. Du mythe à l'histoire, l'archéologie pour éclairer la fondation de Rome. Une première sous-partie, la civilisation laciale, qui est l'adjectif qui décrit les personnes du Latium, la région de Rome. Sur le plan archéologique, vous vous doutez peut-être ou non, c'est dur de fouiller à Rome. Le site a été occupé en permanence, il l'est toujours, malgré le Covid. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Il est à noter, au 3e et au 2e millénaire avant notre ère, à la période du néolithique, que cette région effectue des échanges avec l'Orient, l'opposé de l'Occident, et non pas la ville de l'Orient, vous vous doutez bien, et avec des pays baltes. Il y a des particularités locales qui commencent déjà à émerger. Au XVIIe siècle avant notre ère, sur le Capitole, donc une des collines, il y a des bergers des Apennins. Les Apennins, c'est une chaîne de montagnes de la péninsule italienne, évidemment, qui contrôlent une partie du Tibre, donc le fleuve, bien qu'ils soient nomades. Bah oui, déjà, on comprend peut-être déjà à cette époque-là l'importance d'avoir un fleuve, d'avoir une partie avec de l'eau, déjà à cette époque-là. Au XIIIe siècle avant notre ère, les premières fortifications de la zone du Capitole se développent. C'est la preuve finalement que la civilisation laciale est antérieure à la fondation légendaire ou même finalement réelle de Rome. Il y a des vestiges funéraires, notamment des urnes qui sont retrouvées en terre cuite à cette époque. La première sous-partie est finie. Commençons désormais la deuxième et dernière sous-partie de cette mini-présentation qui j'espère aidera un grand nombre du collège où on apprend la fondation de Rome en sixième, il me semble, jusqu'à l'université, même si j'ai pas la prétention d'être prof, du moins pas encore, je l'espère, croisons les doigts. Mais bon, ça peut aider certains. Donc autour du 8e siècle, les débuts de l'URPS. Donc l'URPS, c'est un mot latin qui désigne une ville dans l'Antiquité. Donc on a des traces d'occupation au 8e siècle. Forcément, je l'avais dit déjà avant, avec les fortifications, elles sont pas arrivées là comme par magie. Et on observe une accélération du développement de cette occupation entre 830 et 770 avant notre ère. De 770 à 725 avant notre ère, environ, hein, c'est pas marqué sur la pierre, il y a un développement considérable de cette occupation sur un versant du Palatin. Donc on a un lien chronologique et archéologique entre la fondation légendaire
et finalement l'histoire, puisque c'est ce qu'on observe, et c'est pas juste un mythe qui est relaté. En guise de conclusion, j'ai trouvé un petit schéma bien sympathique sur internet que je me suis permis de réutiliser. Il était sur Google Images, donc voilà, j'ai juste tapé Fondation de Rome, donc c'est facile à trouver. On se rend compte qu'il y a une convergence entre le mythe, vous voyez ici un espèce de roux, enfin c'est un rouge très foncé, limite Bordeaux, et l'histoire. À partir de cette période, donc du 8e siècle avant notre ère, une ville se développe. Nous savons qu'au 5e siècle avant notre ère, Rome dispose d'une enceinte d'environ 11 km qui aurait protégé jusqu'à 40 000 habitants. C'est énorme pour l'époque. C'est énorme, 40 000 personnes. Pas besoin d'avoir l'esprit d'un antiquisant pour savoir comprendre ça. Finalement, l'enceinte, c'est aussi le symbole d'une structuration déjà, qui est une structuration politique et sociale. Puisque le fait d'avoir une enceinte, on va se protéger des autres. Le fait d'avoir une enceinte, ça montre, voilà, c'est le territoire de quelqu'un, d'un groupe de personnes. C'est un symbole défensif, un symbole d'indépendance, bref, une cité est née. La légende peut s'ouvrir. La petite cité deviendra un jour grande, mais ça sera peut-être dans un autre épisode. J'espère que ce mini-épisode vous a plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à regarder mes vidéos. Il y a une playlist histoire avec un peu de tout. J'essaie de faire de l'histoire antique, moderne, contemporaine, médiévale. Il y en a pour tout le monde. J'essaierai de faire de la géographie un jour. Pour ceux qui préfèrent la géographie, je sais que vous n'êtes pas forcément nombreux, mais c'est une matière qui est très enrichissante et très importante aussi, notamment quand on aime l'histoire géo, c'est pour ça que c'est dans la même matière. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des idées de vidéos, des idées de lecture sur les sujets que j'ai déjà abordés, pour forcément améliorer mes connaissances, et puis c'est le principe, c'est de partager les connaissances pour s'améliorer tous ensemble. Le but c'est de faire avancer l'histoire, peut-être qu'un jour on fera des découvertes incroyables sur Rome, j'espère que dans les commentaires vous me direz bah oui j'ai fait des recherches sur Rome parce que j'ai regardé ta vidéo. Non je plaisante, je suis pas comme ça non plus mais voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et puis je vous dis à très bientôt amis historiens, amis historiennes.